DOGIMONT Lucas. Le 16e régiment d'infanterie légère 1er bataillon est une association de reconstitution napoléonienne. Forte de ses 10 ans d'expérience, elle fait découvrir et revivre les conditions de vie des soldats sous l'Empire en participe à des bivouacs, batailles et défilés en France comme à l'étranger. Marche. Partie à gauche. Marche. Faisons. Halte. Reposez-vous sur vos armes. Portez vos armes. Présentez vos armes. Portez vos armes. Reposez-vous sur vos armes. Sur place, repos. Alors les caractéristiques du soldat tel que vous le voyez, le régiment d'infanterie légère est composé en fait de 4 bataillons. Dans chaque bataillon, vous avez 6 compagnies. Les 4 premières compagnies sont des compagnies de chasseurs. Nous ne vous en présentons pas aujourd'hui, les chasseurs. Et ces chasseurs sont encadrés par 2 compagnies d'élite, une compagnie de carabiniers, caractéristique rouge, et une compagnie de voltigeurs, caractéristique jaune, mais en fait nous disons chamois. Donc les carabiniers sont l'équipe feu, l'équipe choc du régiment. Nous les appelons, c'est des hommes un peu plus aguerris que les autres, et nous les appelons lorsque nous sommes en difficulté. Et les voltigeurs sont des soldats qui correspondraient aujourd'hui à nos troupes de reconnaissance. Ils s'infiltrent dans le dispositif ennemi et rapportent le renseignement. L'équipement de ces hommes, donc vous voyez qu'ils portent une coiffure que l'on appelle un shako. Je vous laisse imaginer à quoi ce shako peut bien servir. À nouveau, je vais faire référence aux charges de cavalerie dont on a parlé dans la conférence. Le shako aide à protéger la tête du soldat contre les coups de sabre donnés par le cavalier. Et en fait, lorsqu'on regarde l'intérieur du shako, nous n'en occupons aucun tiers. Tout le reste est du vide pour amortir, donc un peu comme un accordéon, le coup de sabre donné par le cavalier. Ensuite, vous voyez qu'il porte un habit ouvert sur un gilet. Et pour répondre à une question qui m'a été donnée tout à l'heure, vous avez là 2 périodes. Une période jusqu'à 1812, où il porte le vêtement ouvert sur le gilet, et une partie à partir de 1812, où là c'est ce qu'on appelle un bardin, on n'a plus le gilet, et l'habit-veste fait, jonction avec le pantalon. On est après la campagne de Russie, et on a beaucoup pris froid par le vent à cause de cette ouverture sur le gilet, et on va chauffer et évoluer l'uniforme. Donc l'habit-veste, le pantalon, une paire de guêtres. La guêtre, en fait, vous le voyez, fait partie intégrante de la chaussure et ça évite d'avoir des petits cailloux qui se mettent dans la chaussure. Quand vous avez une troupe en déplacement, bien évidemment, si chacun, tous les quelques mètres, a un caillou qui le gêne, on ne va pas avancer. Donc cette paire de guêtres permet en plus de franchir les ruisseaux, d'échapper aux ronces et ainsi de suite. Je vous laisserai regarder les chaussures des 2 carabiniers. Elles ont une spécificité, une différence par rapport aux vôtres d'ailleurs. Quand vous les regardez bien, vous vous apercevrez qu'il n'y a pas de pied droit, il n'y a pas de pied gauche. C'est le soldat qui va lui-même faire son pied droit et son pied gauche dans la chaussure en marchant. Comme ça, si le soldat abîme une chaussure, on lui en rend une, on lui en rend pas une paire. Souci d'économie, effectivement, à l'époque. Pour l'armement du soldat, vous voyez qu'il est équipé donc, de son fusil, modèle 1777, modifié en neuf. C'est ce fusil qui va faire toute la campagne des guerres napoléoniennes. Et au bout de ce fusil, il va mettre donc, une baïonnette.
que vous voyez rangé dans un fourreau en cuir à l'arrière du soldat. Une deuxième arme qu'on appelle un sabre briquet. Vous comprendrez aisément que le soldat préfère repousser l'ennemi avec la baïonnette liée au bout du fusil que de sortir son sabre briquet où la longe est beaucoup moins longue. Ce sabre briquet considérez-le plutôt comme un outil, mais surtout, puisque vous avez deux compagnies d'élite devant vous, une arme de prestige réservée aux compagnies d'élite, tout comme les épaulettes. Ce sont des possibilités qui étaient offertes à ces deux compagnies d'élite que vous ne retrouverez pas chez les chasseurs par exemple. À droite, vous trouvez une petite trousse qu'on appelle une gibert. C'est la trousse à outils du fusil. Vous allez retrouver le matériel de nettoyage, de dressage et des cartouches dans cette petite gibert. Nous voulions également vous parler des femmes, de la présence des femmes dans l'armée, et donc nous avons une vivandière. Il faut savoir qu'il y a 6 postes de femmes par bataillon, 2 vivandières, 2 cantinières, 2 lavandières. Donc, pour la cantinière, vous voyez ce que ça peut être. La lavandière, c'est facile à imaginer. La vivandière, eh bien, elle va améliorer la vie quotidienne du soldat. Elle va avoir des bouts de tissu, des boutons, mais aussi de la nourriture fraîche. Elle fait commerce de cela. Et donc, elle a l'autorisation de suivre un régiment pour faire commerce de ces biens dont je venais de vous parler. Pour pouvoir le faire, eh bien, elle a une patente de vente. Et cette patente de vente qui lui est donnée par le chef d'état-major, nous signé général de gendarmerie, grand prévôt de l'armée, autorisons, sur la demande du colonel commandant le 16e léger, autorisons la citoyenne Mathilde à suivre le 16e régiment d'infanterie légère en qualité de vivandière. J'ai l'image. Laquelle sera tenue de fournir au régiment de se conformer aux règles de police militaire, d'être toujours pourvu de denrées de première nécessité, de les vendre au plus juste prix, au risque de confiscation. Chargeons la gendarmerie de la protéger, de la surveiller et tenir la main sur tout ce qu'elle à ce qu'elle vend soit toujours de bonne qualité. Vous voyez, s'il faut qu'elle change elle sort sa patente, parce que normalement à chaque fois qu'elle a un contrôle, elle doit sortir la patente, et donc on doit contrôler. Eh bien, il y a une coutume à l'époque, c'est qu'elle va se faire fabriquer une petite plaque de laiton avec sa fonction, son numéro et le régiment auquel elle est rattachée. Et normalement, la plaque de laiton suffit au contrôle. Il n'y a pas besoin de sortir la patente à chaque fois. Alors, il ne faut surtout pas que ces habits ressemblent à des habits militaires parce qu'elles pourraient être utilisées, condamnées pour vol. Donc néanmoins, elle se met dans la couleur de son régiment pour essayer de s'associer au plus au régiment. C'est quelqu'un qui doit être marié. Elle est mariée le plus souvent à un sous-officier du régiment. Et si jamais son mari est plus au combat, eh bien il faut qu'elle se remarie tout de suite. Si elle ne trouve pas de mari, elle perd son métier et elle est obligée de quitter le régiment. Vous voyez des conditions un petit peu particulières. Si vous voulez poser des questions aux soldats, ils sont à votre disposition. Vous pouvez les prendre en photo, ils adorent ça. Et on est vraiment à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation.
restauration. Et donc par rapport à la différence toujours qui a été donnée tout à l'heure, nous ne combattrons pas à Waterloo puisque nous avons été dissous en 1814 et non reconstitués. Alors, un petit peu comme la cavalerie, l'infanterie est divisée en deux parties. Une infanterie dite de ligne, dont les uniformes sont caractéristiques à dominante blanche. Donc, il faut savoir que le portègue que vous voyez au centre, vous comprendrez qu'au sein du combat, il est important de ne pas se faire prendre son drapeau. Donc le portègue a cette mission de garder le drapeau du régiment et les caporaux qui l'entourent de le défendre. Malgré tout, si cet homme qui est au centre se fait tuer, il y a un deuxième portègue qui prend le drapeau et qui va le défendre à nouveau. Et si ce deuxième portègue est tué, vous avez un troisième portègue qui va lui aussi prendre le drapeau à son tour. Et pendant que le premier portègue est toujours présent, les deuxième et troisième portègles sont équipés de façon différente des soldats. Vous voyez que les soldats ont gardé leur fusil de ce matin. Et pour ma part, je suis le troisième portègle du régiment. Le deuxième portègle a une bannière et des caractéristiques qui sont rouges. Comme nous sommes un régiment de légère, les inscriptions sont argent, nous serions un régiment de ligne, et bien les inscriptions seraient dorées. Le numéro du régiment et derrière Napoléon figure sur la bannière. La bannière est accrochée à une arme qui s'appelle un esponton. Cette arme qui a l'impression de venir d'une autre époque, vous le voyez, a pour objectif, parce que quel est le danger pour le drapeau? C'est le cavalier. Eh bien, cette arme a pour mission d'empêcher le cheval ou le cavalier d'attraper le drapeau, et vous la voyez, elle est prévue pour désarçonner le cavalier, voire embaucher le cheval. Cet esponton dans les règlements, on n'a pas une grandeur précise, on dit juste qu'il doit avoir une hauteur d'une baïonnette au-dessus de la baïonnette. Donc ça vous donne à peu près la hauteur que vous voyez. Si cet esponton ne suffit pas, le troisième portègle porte une paire de pistolets, donc à un coup, qui est le pistolet réglementaire de cavalerie. Il a donc deux coups de feu pour à nouveau essayer de sauver le drapeau. Une fois que ces deux coups de feu sont tirés et qu'il a plus son esponton, et bien comme les autres soldats, il a son sabre-briquet, qui est la dernière chose qu'il peut utiliser pour défendre le drapeau jusqu'au bout. Voilà un petit peu comment est composée cette garde au drapeau. Donc normalement un portègue, vous avez un de chaque côté. Donc l'autre portègue, comme je vous l'ai dit, a des caractéristiques rouges. Et le portègue peut porter soit le chapeau comme aujourd'hui, ou un casque métallique, où la chenille est de la couleur de la bannière. Et c'est ainsi qu'on reconnaît les portègues. Voilà la dernière présentation qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, ce qui était une garde au drapeau. Donc on dit bien drapeau pour l'infanterie, on dit étendard pour la cavalerie. Et nous avons eu la chance. Et on dit bien, oui, on dit bien une aigle. Vous pourrez là aussi venir essayer de sous-peser cette aigle. Elle porte le numéro du régiment comme vous le voyez. Et elle vous a été remise donc il y a 2 mois par l'empereur à chaque fois. Il y a effectivement dans la Constitution, on essaye de respecter ce qui se passait à l'époque. Et nous avons dû patienter un petit peu de temps pour la recevoir. Et ça fait que 2 mois que nous pouvons sortir notre aigle. Voilà, comme tout à l'heure, si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir. Et puis, on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Vous pouvez là aussi venir sous-peser l'aigle. Et puis, on me demande qu'on soit sur une seule ligne pour prendre des photos. Donc, si le deuxième rang peut passer de chaque côté, ce serait bien. Si vous pouvez cacher le micro. Et on va cacher le micro. Voilà, merci. La lavandière. Ah bah tiens, Mathilde, tu vas faire. Ah oui, tiens. Et donc pour la garde au drapeau, vous voyez qu'on a échangé les pompons de ce matin, qui sont les pompons du combat, avec le plumet de grande tenue, qui se porte normalement avec le cardon raquette que vous voyez sur certains chapeaux. Au passage, il y a un voltigeur qui porte en